Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Simulation de sauvetage et militaire place Bellecoupe, occasion de la semaine des gestes qui sauvent qui s'achève ce jour. Des ateliers et autres démonstrations spectaculaires sont organisées place Bellecoupe à partir de 11 h. Syndrome de la fatigue chronique, qu'est-ce que c'est? Des semaines, des mois durant lesquels on ne retrouve pas la pêche, comme on le dit souvent. Pour en savoir davantage, nous sommes ce matin avec un de nos invités, c'est le docteur Grégoire Cauzon. Bonjour docteur. Bonjour. Merci pour notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc maître de conférences en immunologie, praticien hospitalier. Vous enseignez actuellement à la faculté de médecine de Lyon-Est ainsi que dans différents certificats donc, de Master 1. Vous êtes également bénévole dans l'Association française de lutte contre la fatigue chronique. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la fatigue chronique, docteur? Le syndrome de la fatigue chronique est un syndrome, c'est pour l'instant, il n'y a pas une définition d'une maladie complète, mais c'est un syndrome, c'est donc un ensemble de symptômes avec comme premier symptôme une fatigue, un épuisement complet qui dure depuis plus de 6 mois et qui n'a pas de cause connue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de maladie infectieuse. Il est venu nous parler de recrutement, le président du village des recruteurs. Bonjour. Vous êtes Antoine Thalys. Dites-nous, pourquoi un village pour les recruteurs? Parce qu'aujourd'hui, l'emploi est un vrai problème. C'est le souci numéro 1 des Français. Et on a essayé de mener une action en fait, pour faciliter la rencontre entre les recruteurs et les personnes en recherche d'emploi. Parce que malgré tout, aujourd'hui, des entreprises ont des besoins et elles ne retrouvent pas de candidats. Et de l'autre côté, on a des candidats qui ne trouvent pas d'entreprise. Donc on s'est dit qu'on allait mener une action sur le terrain pour leur permettre de se rencontrer. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Ce matin avec le docteur Grégoire Cauzon, il est maître de conférence en immunologie, certificat de Master 1. Ce matin, il nous parle en tant que bénévole, de l'association française du syndrome de la fatigue chronique. Une fois de plus, merci docteur d'avoir cité notre... Comme un cancer, comme une maladie inflammatoire, une infection chronique, il n'y a aucune cause reconnue. Il y a d'autres critères mineurs, on peut parler de fatigue chronique. Thème de durée, après combien de temps on peut savoir que c'est vraiment la fatigue chronique? Comme je vous l'ai dit là, tout à l'heure, il faut un minimum de 6 mois d'une fatigue intense, un épuisement sans cause connue pour parler de syndrome de fatigue chronique. En dessous de 3 mois, on ne peut pas parler de fatigue chronique. Entre 3 mois et 6 mois, on commencera. Alors, le syndrome a été défini par une première conférence, on appelle ça les critères de Fukuda. Il y a eu des modifications par la suite. On parle aussi d'encéphalopathie myalgique ou d'encéphalomyélite myalgique depuis 2010. On a d'autres acronymes aussi de temps en temps, le STED, qui est utilisé avec des différences un petit peu sur les définitions. Actuellement, on insiste beaucoup sur le malaise post-effort. Ce sont des gens qui sont épuisés après avoir fait un effort modéré et qui en ont pour 2-3 jours à se remettre. Une question de Marie de Monterno, notre stagiaire. Bonjour docteur. Alors, combien de cas sont recensés par an? Combien de cas sont recensés? Alors, on considère qu'il y a à peu près 0,5% de la population dans nos populations occidentales qui sont touchées par cette pathologie. Donc, vous voyez actuellement sur 65 millions de personnes, ça voudrait dire qu'on en a à peu près 3 millions pratiquement. Aujourd'hui, au niveau de l'avancée de la médecine, est-ce qu'il y a lieu d'espérer? Alors, il y a différentes hypothèses qui ne sont pas encore toutes démontrées de manière entièrement scientifique. Les dernières hypothèses que l'on voit dans la littérature, c'est des troubles du microbiote, donc de l'intestin, de la flore intestinale bactérienne, et pratiquement tous les patients que je vois depuis une vingtaine d'années ont tous des troubles digestifs, et on ne peut pas améliorer les patients, à mon sens, tant qu'on n'améliore pas leur intestin. Donc il y a vraisemblablement
vraisemblablement un gros problème avec les flores intestinales qui sont liées à plusieurs choses, à notre alimentation, à la prise d'antibiotiques qui parfois aggravent les gens, au cycle hormonal, et c'est plus souvent un problème féminin, et enfin à la sensibilité au stress. Le stress est tout à fait capable de modifier nos flores intestinales. Marie de Monterno. Alors, si la science ne peut pas faire grand-chose, quelles sont pour nous les solutions pour en guérir? Alors, à mon sens, on ne guérit pas directement du syndrome de fatigue chronique parce que pour moi, c'est une hypersensibilité, une sorte d'allergie à des bactéries qu'on a tous au niveau des muqueuses. C'est soit du staphylocoque doré qu'on a très souvent dans le nez ou dans l'intestin, ou du Candida albicans qu'on a dans la bouche, qu'on a dans l'intestin, qu'on a dans la sphère gynécologique chez la femme. Par contre, lorsque l'on va diminuer la présence de ces microbes au niveau des muqueuses, on va diminuer la stimulation du système immunitaire et on va diminuer en général cette impression de fatigue permanente qui est un peu comme si on avait la grippe 365 jours par an, avec des courbatures, une fatigue sans la fièvre en gros, parce que nos lymphocytes fabriquent trop d'interférons, une substance qui donne ce syndrome de fatigue chronique. Mais alors comment les diminuer? À les diminuer, il faut diminuer en équilibrant l'intestin. Donc ça veut dire qu'il faut faire très souvent très attention à son alimentation. Tout ce qui va nourrir les champignons, les levures, tout ce qui est à base de sucre, tout ce qui est à base de sucre caché de la farine de blé, c'est pas une intolérance au gluten, je précise bien, c'est pas une maladie cœliaque, mais c'est une intolérance au candida. Mais comme le Candida albicans est nourri par tout ce qui est sucre et sucre raffiné de la farine de blé, il faut supprimer en général donc tous les sucres et tout ce qui est à base de blé, c'est-à-dire pâtes, pain, pizza, pâtisserie et couscous, boulgour, tout ce qui nous apporte du blé. Par contre, d'autres farines qui ont un peu de gluten, comme le seigle ou l'orge, ne posent pas de problème chez les patients. Lorsqu'une personne souffre de fatigue chronique, est-ce que c'est évident d'améliorer sa santé? Alors, le problème, c'est que c'est une pathologie qui est peu connue. Les médecins généralistes ne connaissent pas très bien le syndrome de fatigue chronique. Souvent, on parle de maladies psychosomatiques. On dit c'est tout dans la tête parce qu'on ne trouve rien. En fait, il y a vraisemblablement d'autres causes que simplement une anxiété qui est présente, certes, mais qui n'est pas le facteur principal de ce syndrome de fatigue chronique. Quel est l'âge moyen d'un patient? Alors l'âge moyen, c'est très variable. En général, c'est plutôt féminin. Ça touche 80% des patients sont des patientes. Ça touche plutôt des femmes entre 20 et 50 ans à peu près, mais il y a des formes qu'on trouve chez l'enfant. Il y a des formes très précoces chez l'enfant. Il y a des formes que l'on voit aussi chez certaines personnes âgées qui souvent ont eu une fatigue qui a duré depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans pour certaines d'entre elles. Donc l'âge est très large et c'est plutôt féminin. Aujourd'hui, docteur, qu'est-ce qui se fait concrètement donc pour ces populations-là qui souffrent? Alors, en France, c'est difficile parce que c'est peu reconnu par les médecins et par la médecine en général. Pour beaucoup de médecins et même pour un certain nombre de professeurs d'université, c'est encore une maladie psychosomatique. Et donc en France, c'est un peu difficile d'être pris en charge. Dans le reste du monde, aux États-Unis, en Angleterre ou même en Norvège, il y a actuellement beaucoup de recherches qui sont faites parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas simplement une maladie psychosomatique comme on en parle souvent. J'aime bien dire que dans les années 75, quand je commençais la médecine, l'ulcère gastro-duodénal était une maladie psychosomatique. Maintenant, on sait très bien que c'est dû à plus de 90% des cas à un microbe qui s'appelle Helicobacter pylori. Et donc, il est vraisemblable que dans quelques années, on aura un ou plusieurs micro-organismes soit responsables, soit défectueux chez les patients qui ont un syndrome de fatigue chronique. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel.
Pour vous qui vous joignez à nous à ce moment, nous recevons donc le docteur Grégoire Cauzon. Il est maître de conférence en immunologie, praticien hospitalier. Il enseigne également à la faculté de médecine de Lyon-Est ainsi que dans différents certificats de Master 1. Ce matin, il nous parle du syndrome de la fatigue chronique. Quels sont les signes qui peuvent permettre à une personne aujourd'hui de savoir que là, c'est un début c'est une fatigue chronique? Docteur Cauzon. Alors, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'abord cet épuisement, souvent donc un malaise post-effort important qui dure depuis plus de 6 mois. Donc ça, c'est le signe majeur. Il y a la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de cause retrouvée par les examens biologiques, et ça, c'est du ressort du médecin traitant qui va faire un bilan complet pour être sûr qu'il n'y a pas une pathologie. On va vérifier aussi, par exemple, qu'il n'y a pas d'apnée du sommeil. C'est des gens qui, la nuit, font des arrêts respiratoires, ce qui peut donner une fatigue et qui sera tout à fait bien corrigé normalement par un masque apporté pendant la nuit qui va apporter de l'oxygène. Donc tout ça, quand on a éliminé tous ces facteurs-là, il y a ce qu'on appelle aussi des critères mineurs. Donc ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire qu'ils ont des troubles simplement de la mémoire, très souvent. Ils ont aussi du mal à se concentrer. Donc ça, c'est les troubles neurocognitifs. Il va y avoir souvent des maux de gorge à répétition sans cause particulière. Les gens ont mal à la gorge. C'est pas une angine, mais c'est une pharyngite. Il y a des ganglions qui s'en vont, qui s'en viennent, souvent au niveau de la gorge, soit au niveau des aisselles. On peut avoir des douleurs musculaires ou articulaires. On a des maux de tête fréquents, beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Il y a un sommeil qui est non réparateur. Dans le syndrome de fatigue chronique, les gens dorment parfois plus qu'avant, mais se réveillent fatigués. Alors qu'ils ont dormi, ils ont fait une nuit de 8 à 12 heures parfois, et le matin, en se levant, ils sont toujours fatigués et il n'y a pas d'apnée du sommeil. Donc là, il y a un problème apparemment chez ces patients. Et puis, le dernier critère mineur, c'est une fatigue qui dure de plus de 24 heures après un exercice modéré. On va faire une petite marche pendant le week-end avec la famille. On va faire 500 mètres et on va mettre 3 jours à se remettre de cette fatigue. Alors, lorsqu'on constate dans toutes ces difficultés du point de vue de la santé, quels sont les premiers gestes qu'il faut commencer à avoir? Quelle attitude est juste, en fait? Donc, la première attitude, c'est de voir son médecin traitant. Le médecin traitant, lui, va examiner le patient, va demander un bilan biologique pour d'abord éliminer toutes les autres causes de fatigue. Pratiquement toutes les maladies que l'on peut avoir ont de la fatigue. Donc le gros travail, ça va déjà être d'éliminer toutes les autres causes. Donc c'est parfois un petit peu long pour faire un bon bilan, pour bien examiner le patient, pour voir tout ça. Si cette fatigue perdure donc depuis plus de 6 mois, s'il n'y a aucune cause à ce moment-là, il faut demander des examens complémentaires ou une consultation effectivement auprès d'un médecin interniste. C'est les médecins internistes qui font souvent ce type de diagnostic ou qui m'adressent les patients. Certains médecins généralistes ou les internistes m'adressent les patients, sachant que malheureusement, actuellement, les délais de consultation sont très longs, pratiquement 1 an d'attente pour avoir une consultation, alors que je consulte 5 jours par semaine. Pourquoi parle-t-on de syndrome, docteur? On parle de syndrome parce qu'on n'a pas une cause précise, connue, définie par la science. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Il en faut un certain nombre pour pouvoir parler d'un syndrome de fatigue chronique. Donc, on a un ensemble de symptômes sans avoir une cause connue. Quand on a la tuberculose, par exemple, on a une cause, c'est le bacille de la tuberculose. Donc, on peut parler de maladie tuberculeuse à ce moment-là. Dans le syndrome de fatigue chronique, on n'a pas encore de cause actuellement clairement définie. Alors, je reviens sur la question que j'ai posée, je la pose autrement. Lorsqu'on remarque personnellement déjà qu'on a donc cette fatigue, pour éviter de faire une psychose en pensant qu'on est déjà souffrant de fatigue chronique, est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires? Est-ce qu'il y a un comportement qu'il faut adopter pour commencer à éliminer dans sa pensée l'impression qu'on souffre d'une fatigue chronique? Comment devait-on se comporter? Alors, j'allais dire qu'il faut avoir une
une hygiène alimentaire normale, hein, manger correctement, ne pas faire des repas trop importants. Hein. Il faut avoir ce que dit en général l'ensemble de nos ministres d'ailleurs, il faut manger 5 légumes et fruits par jour pour apporter des vitamines. Il faut éviter tout ce qui est trop riche en sucre. Notre alimentation est beaucoup trop sucrée. Il faut éviter tout ce qui est farine raffinée, tout ce qui est viennoiserie trop fréquente. On peut en prendre de temps en temps, mais il faut éviter d'en prendre de trop. Il faut manger aussi souvent des yaourts pour apporter des probiotiques. Les probiotiques vont permettre de refaire un petit peu la flore intestinale de des patients. Donc il faut avoir une alimentation saine. Et faire attention au poids, ne pas avoir une surcharge pondérale, éviter toutes les boissons sucrées, qui sont tous les sodas sont effectivement très mauvais et vont perturber notre flore digestive. Et ces patients qui ont très souvent des troubles digestifs doivent faire très attention à leur alimentation. Une fois qu'on a fait attention à l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres comportements à adopter outre l'alimentation, d'autres comportements pour s'éloigner de soi l'idée d'une fatigue chronique? Alors, il faut garder une activité physique régulière. À mes patients, je conseille toujours de reprendre très très progressivement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un malaise post-effort, mais il faut reprendre une activité physique régulière de marche, voire de footing ou de vélo. Avoir aussi un certain nombre d'activités relaxantes. Il faut apprendre à gérer le stress. Les patients sont souvent des gens qui sont très sensibles au stress et donc qui vont être anxieux et qui vont être très souvent perturbés par le stress. Donc il faut apprendre à gérer le stress avec des pratiques comme le yoga, la sophrologie, le tai chi, le qigong, toutes des techniques qui vont nous apprendre à bien souffler à fond pour évacuer une partie de nos angoisses, de notre anxiété que l'on a très souvent. Alors, je voulais poser une question sur la qu'a posé ma jeune consoeur tout à l'heure, à savoir quelle est la tranche d'âge qui aujourd'hui est plus enclin, plus à risque donc par rapport au syndrome de fatigue chronique. Je vous ai dit donc que c'est en général donc féminin, donc 80% de patients qui sont des patientes. Donc c'est très féminin, c'est plutôt entre 20 et 50 ans à peu près, en sachant qu'il y a des syndrome de fatigue chronique chez l'enfant, il y a des formes pédiatriques et que l'on voit aussi chez des personnes plus âgées, mais qui ont souvent d'autres causes d'être fatiguées. Donc ça touche un peu toute la population. Souvent, ce sont des femmes qui étaient des femmes hyperactives, qui vivaient à 200% de leur capacité, qui brutalement ont presque comme un burn-out, une chute brutale et qui récupèrent très très mal et qui souvent ont de la difficulté à ne se retrouver qu'à 100% de leur possibilité alors qu'avant elles fonctionnaient à 200%. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Nous recevons ce matin le docteur Grégoire Cauzon, maître de conférence en immunologie, praticien hospitalier. Il enseigne également à la faculté de médecine de Lyon-Est et dans différents certificats de Master 1. Ce matin, il nous éclaire donc sur le syndrome de la fatigue chronique. Cette difficulté aujourd'hui que rencontrent certaines personnes, c'est une pathologie reconnue déjà ? Alors c'est une pathologie qui est reconnue par l'OMS, tout à fait, comme la fibromyalgie. Elle est très proche de la fibromyalgie, cette pathologie. Si ce n'est que dans le syndrome de fatigue chronique, souvent les gens dorment, alors que dans la fibromyalgie, ils ne dorment pas, ils ont un sommeil très superficiel et pas réparateur. Dans le syndrome de fatigue chronique, les gens dorment beaucoup, mais c'est reconnu au niveau de l'OMS, oui, sans aucun problème. Par contre, en France, c'est encore, il y a de grosses difficultés de reconnaissance de la part d'un certain nombre de médecins et même d'universitaires qui ont beaucoup de mal à reconnaître cette pathologie. On arrive à la fin de notre échange. Docteur, que conseilleriez-vous de manière générale? Que dites-vous donc à ceux et celles qui nous écoutent ce matin? Ce que je dis, c'est que c'est heureusement relativement rare.
S'il y a une fatigue qui dure depuis très longtemps, il faut voir le médecin traitant. Parfois bien prendre en charge donc sa pathologie. Éventuellement, il y a l'association du syndrome de fatigue chronique qui peut orienter les patients qui pensent avoir cette pathologie vers des médecins qui connaissent cette pathologie pour éventuellement les orienter vers des services plus spécialisés pour prendre en charge cette pathologie quand elle existe. Est-ce que vos confrères, en fait, médecins généralistes, sont ouverts au travail que vous faites? Un certain nombre de confrères sont tout à fait ouverts et m'adressent de plus en plus les patients. Je suis même submergé malheureusement par les patients. Donc il y a des gens qui commencent à connaître, mais comme toute chose nouvelle, si vous voulez, pendant les premiers temps, on a une certaine méfiance, d'autant qu'on ne mesure rien, donc c'est difficile. Hein. Quand il y a de la tension, on a un tensiomètre, on mesure la tension. Quand la fatigue, vous n'avez pas de fatigomètre pour mesurer la fatigue, donc c'est très subjectif. Et donc c'est vrai que et puis la fatigue a mauvaise presse. Hein. On a l'impression que c'est de la fainéantise. Et donc on n'aime pas l'avouer. Et puis quand les gens se disent fatigués, on leur dit mais remue-toi, bouge-toi un petit peu, alors que c'est pas ce qu'il faut qu'ils fassent malheureusement. Donc pour les médecins généralistes, il y en a progressivement. Les gens commencent à mieux connaître cette pathologie, mais il faudra du temps, je pense, parce que c'est des pathologies nouvelles qui sont nouvellement définies et qu'il faut qu'effectivement à la fois les médecins, à la fois la faculté, les universitaires, les chercheurs prennent en compte cette pathologie un peu nouvelle. Combien êtes-vous de praticiens aujourd'hui à vous occuper de ce syndrome-là en France? En France, au niveau du conseil scientifique de l'association du syndrome de fatigue chronique, nous sommes une dizaine de médecins avec des internistes. Dans toute la France? Dans toute la France, oui, mais il y a, au sein du syndrome du conseil scientifique, il y a d'autres médecins qui s'en occupent, mais là encore, avec des prises en charge différentes, comme c'est quelque chose qui est pas encore très très bien défini pour tout le monde, j'allais dire chacun voit un petit peu midi à son horloge, parce qu'il y a des gens qui voient pas exactement de la même manière que d'autres, il y en a qui vont plus penser que c'est une infection chronique et qui vont donner des antibiotiques au long cours, ce qui à mon sens est un non-sens, mais bon, là encore il y a différentes attitudes thérapeutiques par rapport à cette pathologie. Dites-nous, docteur, alors, que risque une personne qui souffre du syndrome de fatigue chronique dans le temps? Est-ce que cela peut s'aggraver? Alors, ça s'aggrave si on ne prend pas des mesures. Oui, il y a des gens qui sont effectivement alités pratiquement. Hein. J'ai quelques patients qui ont beaucoup de difficultés à sortir de leur lit et qui sont alités tout le temps. Et il faut souvent une rééducation très, très progressive parce qu'il y a des cas catastrophiques de ce syndrome de fatigue chronique avec des gens qui ne sont plus capables de sortir de chez eux, même de sortir de leur lit. Hein, il y a eu des reportages sur des patients en Norvège qui sont alités depuis 15 ans. Et quel est le traitement donc qui convient habituellement? Alors le traitement que je préconise, c'est de rééquilibrer, l'alimentation, c'est la première chose, de rééquilibrer les flores avec des probiotiques, d'utiliser parfois des antifongiques, souvent naturels, pour diminuer la charge en levure. Par exemple? Moi, j'utilise très souvent des choses tout à fait naturelles, comme les extraits de pépins de pamplemousse à dose très progressive, parce que si on y va trop fort au début, on aggrave les patients. Donc, ce sont des choses très simples. Il y a de l'aloe vera, il y a le lapacho, qui sont des mesures qui sont assez simples. Les huiles essentielles, quand elles sont bien manipulées aussi, peuvent aider certains patients. À base de quoi quand on parle d'huile essentielle? Il y en a de plusieurs origines. Oui, il y en a beaucoup. En fait, les huiles essentielles sont des huiles qui permettent aux végétaux de ne pas pourrir quand il y a des levures. Donc, en fait, toutes les huiles essentielles sont antifongiques en général. Alors, il y a l'origan, il y a l'arbre à thé, il y a la cannelle, la citronnelle, qui semblent avoir un intérêt contre le candida et contre le staphylocoque. Mais ce sont des huiles qu'il faut manier avec précaution parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes concentrations. Donc là, il faut vraiment un aromathérapeute qui permet effectivement d'utiliser correctement ces huiles essentielles.
Merci beaucoup, Dr Cozon, d'avoir accepté de jouer le jeu, de nous éclairer sur cette difficulté, cette pathologie, puisqu'elle est reconnue en tant que ainsi aujourd'hui, le syndrome de la fatigue chronique. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Première édition donc, du village des recruteurs s'est déroulée en 2015 et avait accueilli environ 2000 visiteurs. La deuxième l'an passé donc a accueilli 3000 visiteurs. Était passé donc au pied de l'hôtel de ville. L'événement donc monte en puissance et en 2017 donc, puisque ce sont 1000 postes et 500 offres de formation qui ont été proposées donc par 25 entreprises. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio le président du village des recruteurs. Il s'appelle Antoine Thalys. Bonjour. Bonjour. Une fois de plus, comment allez-vous? Ça va très bien. Le village des recruteurs, je pose la question comme à l'entame. Pourquoi un village pour les recruteurs? L'idée, c'était d'aller de sortir les RH du bureau. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des opérations emploi ou plutôt des forums de l'emploi qui sont organisés sur différentes villes de France. Et nous, on s'est dit, on va faire la démarche avec les entreprises d'aller s'implanter vraiment au cœur de la ville, sur le terrain, puisqu'on monte en fait un village. L'opération porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on monte un village éphémère qui réunissent les acteurs, les entreprises, les agences d'emploi, les organismes de formation, le tout pour que les personnes en recherche d'emploi puissent postuler en direct, trouver un emploi, ou à défaut trouver une formation qui mène à l'emploi par la suite. Marie de Monterno. Bonjour. Bonjour. Donc, combien d'entreprises sont dans votre village? Alors, ça dépend des opérations. Là, on était sur la 3e édition de Villeurbanne. On a accueilli entre à peu près 30 entreprises et une dizaine d'organismes de formation. Petite précision par rapport au poste, parce qu'on a fait le décompte maintenant. Vous pouvez... Oui, il y en a combien Alors, on avait très exactement 1640 offres d'emploi à pourvoir cette année. Voilà. Maintenant, on fait pas rien. Non, ce qui est pas rien. Ça prouve qu'il y a effectivement de l'emploi en France, puisqu'on a encore une fois des entreprises qui ont des besoins constants. Alors, quels sont les critères de sélection de ces entreprises-là? Elles viennent d'elles-mêmes ou comment ça marche? Alors déjà, il faut qu'elles recrutent. Il n'y a aucune entreprise qui est présente sur nos opérations et qui ne recrute pas. C'est-à-dire que les postes sont contrôlés à la fois par nous et par Pôle emploi aussi, avec qui on travaille main dans la main. Voilà. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'elles recrutent. La deuxième, elles ont toujours un certain nombre de postes à pourvoir. C'est-à-dire qu'elles viennent pas pour 1 ou 2 postes, elles viennent toujours pour une dizaine, une vingtaine, voire une cinquantaine de postes. Donc c'est principalement des grands groupes ou des entreprises qui ont des besoins constants. Je pense aux agences d'emploi et agences d'intérim qui ont toujours des postes disponibles. Alors, quels sont les profils en fait des différents postes qui est à pourvoir majoritairement? Alors, on a des postes qui sont vraiment riches et variés. C'est-à-dire on est sur une opération qui est multisectorielle, qui propose des postes pour des personnes peu, voire pas qualifiées, jusqu'à des postes de statut cadre. On a aussi des entreprises qui, comme le groupe Kelly par exemple, qui est venu alors c'était l'opération de Lyon en novembre dernier sur la place Bellecour, mais qui a embauché des personnes, des ingénieurs dans le domaine scientifique, donc un domaine hyper pointu, avec des diplômes de haut vol. Au cours de l'année, lorsque vous n'organisez pas une opération comme celle-ci, à quoi consiste votre travail? Alors nous, notre travail, c'est vraiment, aujourd'hui, on est sur l'organisation d'une dizaine de dates prévues pour l'année qui arrive. L'année qui arrive, ça veut dire jusqu'au mois de mai prochain. Oui. Donc il s'agit de mettre en place, parce qu'on travaille main dans la main avec les villes de France ou la métropole, par exemple, de Lyon. Donc il y a tout le travail de préparation. Une opération comme ça nécessite à peu près 6 mois de travail. De la première démarche faite avec l'ensemble des partenaires. L'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire on travaille avec soit la ville, soit la métropole, mais aussi avec Pôle emploi, la maison de l'emploi, les missions locales, et puis tout un tas de partenaires qui peuvent être aussi des partenaires privés, comme des cabinets d'accompagnement de personnes en recherche d'emploi. Le tout, c'est que vraiment tout le monde travaille dans une seule et même optique, qui est de travailler sur une opération commune. Alors, si je comprends bien, votre rôle consiste à faire quoi? La médiation, c'est ça? Nous, on fait l'intermédiaire. Intermédiaire. Exactement. C'est-à-dire qu'on a comme rôle de fédérateur d'acteurs
sur une seule et même opération, et puis après on gère l'opération de A à Z. C'est-à-dire à la fois la logistique, à la fois on a différents outils, on édite un journal pour l'opération qui est édité à 10 000 exemplaires par support. Donc on réalise le journal, on a une journaliste, on a différents animateurs aussi parce qu'on a un plateau vidéo sur place le jour J. Vraiment c'est une opération globale. Marie de Monterno. Alors comment vous est venue l'idée de faire ce journal ? Eh ben tout simplement parce que on est sur une opération qu'on appelle le village des recruteurs. On s'est dit il nous faut différents supports pour informer les personnes en recherche d'emploi. Et on s'est dit que le meilleur support c'était un journal. Non pas qu'on est aujourd'hui à l'ère du numérique, mais le journal en lui-même permet de réunir toutes les informations en fait et de donner la parole à chacun des acteurs. C'est-à-dire que chaque entreprise dispose d'un article. De la même manière, on interroge et on interviewe les représentants de l'ensemble des partenaires et on retrouve tous ces acteurs dans le journal. Alors après, il est décliné en ligne, il est téléchargeable sur la page de l'événement et on a des outils qui sont vraiment complémentaires puisqu'aujourd'hui on se positionne aussi sur le web avec une nouvelle plateforme qui est en ligne à peu près depuis 3 semaines sur laquelle on travaille quotidiennement et qui a pour projet vraiment à terme de devenir un mini réseau social en fait, mais éphémère puisque c'est pour chaque opération. On n'a pas l'objectif d'en faire un job board. Alors comment on parle des origines, comment est née votre structure ? Elle est née parce que j'étais déjà dans un groupe centré sur l'emploi et la formation qui n'existe plus aujourd'hui, donc il a fallu on avait organisé déjà les prémices de ces événements et puis pour poursuivre on s'est dit on va créer une structure qui soit dédiée à ces opérations, qui soit crédible auprès des entreprises. Donc il nous fallait être en société, pas en association ou en auto-entrepreneur, c'était pas possible parce qu'aujourd'hui on a à peu près 300 sociétés qui nous font confiance, enfin 300 entreprises qui nous font confiance. Donc on avait déjà pour projet de partir sur une dizaine de villes en France, voire une vingtaine. Donc pour l'instant, on est en préparation en fait pour l'année qui arrive, mais il faut qu'on étoffe nos équipes. On a pas mal de boulot encore. Quel bilan faites-vous donc 2 jours après l'opération qui s'est déroulée jeudi dernier ? Alors un très beau bilan parce qu'on a eu un peu plus de 3500 personnes en recherche d'emploi présentes. Donc pratiquement 1000 de plus que l'année dernière, parce que l'année dernière on était à 2500, 2600 personnes, un peu moins de 3000. On a une quinzaine de personnes qui ont été embauchées directement dans l'après-midi. Et on se fixe comme objectif, donc on a sondé les entreprises avant la fin de l'après-midi. Quand vous êtes embauché, c'est-à-dire des CV retenus, qui ont signé leur contrat, qui ont signé leur contrat pendant l'après-midi et qui démarrent soit la semaine prochaine, soit dans les jours qui vont arriver. Qu'est-ce qui fait cette efficacité-là ? C'est le contact direct. Ça veut dire que les personnes sont vraiment invitées à passer un entretien de pré-embauche ou un pré-entretien d'embauche. L'idée, c'est vraiment qu'elles viennent avec leur CV, qu'elles parlent directement du poste à pourvoir et de leurs compétences. Donc à partir du moment où un matching se fait et une entente se fait, il n'y a pas de raison que ça ne débouche pas sur un emploi. Expliquez-nous un peu un village de recruteurs. Il y a des entreprises qui recrutent, il y a des demandeurs d'emploi qui arrivent et qui d'autre est présent. Alors après on a l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'à partir... Alors on a des entreprises, des agences d'emploi, des organismes de formation, puisque la promesse qu'on a vis-à-vis des personnes en recherche d'emploi, c'est soit vous venez postuler pour un emploi, soit vous venez voir les formations qui sont disponibles, dans le but de vous former à un emploi prochainement disponible. Ensuite, on réunit le réseau en fait des acteurs de l'emploi. Donc on travaille avec la mission locale de Villeurbanne par exemple, la ville qui a des compétences, certaines compétences au niveau de l'emploi aujourd'hui, en tout cas qui met en œuvre une politique d'action pour développer l'emploi sur sa ville. Et puis ça peut être aussi la maison de l'emploi aussi, qui est évidemment un partenaire légitime sur chacune de nos opérations. Mais aussi des cabinets d'accompagnement de personnes en recherche d'emploi, des associations d'insertion, le tout étant de développer le contact et le lien entre les personnes en recherche d'emploi et les personnes qui proposent des postes. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Nous sommes rendus dans la deuxième partie de notre magazine. Nous recevons Antoine Thalys, qui est le président fondateur du village des recruteurs. Ils ont organisé
une opération jeudi dernier, c'était à Villeurbanne, une opération durant laquelle donc plusieurs personnes demandeuses d'emploi ont pu se rendre sur place. C'est d'après l'information que nous avons ce matin. Donc il y a eu donc des personnes qui ont pu signer leur contrat. Marie de Monterno. Oui, alors grâce à vous, la SNCF, Veolia, l'armée de terre, les marines et bien sûr Monoprime, parmi eux, pourront trouver des personnes à recruter. Mais est-ce que vous recrutez ? Alors nous, on a pour projet de recruter aussi. On est en train de développer notre agence. Donc on a des projets de recrutement. Pour l'instant, on est en phase de préparation. C'est-à-dire qu'on a déjà une équipe aujourd'hui qui est opérationnelle. Aujourd'hui, le village des recruteurs, ça représente une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur chacune des opérations. Entre ceux qui partent à la recherche des entreprises, parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre pour ces opérations, c'est d'avoir le nombre d'entreprises suffisantes, parce qu'on est sur des opérations majeures. On a vocation à réunir une cinquantaine d'entreprises pour l'opération. On a une opération qui est prévue par exemple avec la métropole de Lyon sur la place Bellecour le 7 et 8 novembre prochain. Et on a d'ores et déjà une quarantaine d'entreprises qui ont pré-réservé leur place. Et on se fixe comme objectif d'en avoir 80. Alors là, on est dans le futur. Quelle est la prochaine opération qui est en vue ? Alors, on sera la prochaine opération, c'est Caen, donc en Normandie. C'est prévu pour le 1er juin, en centre-ville, sur la place du Théâtre. Et on sera aussi à Bordeaux le 8 juin, sur la place Péberlan. Au niveau de Lyon, qu'est-ce qui est prévu ? Lyon sera en novembre. On a 2 opérations sur la région chaque année. Villeurbanne, qui a toujours lieu au printemps et qui est la ville où est née l'opération, puisque l'opération est née à Villeurbanne il y a 3 ans. Et la prochaine opération, ça sera donc Lyon, place Bellecour, le 7 et 8 novembre. Nous recevons donc dans la deuxième partie de notre magazine Antoine Thalys, qui est le président et le fondateur donc, du village des recruteurs. Et il nous parle, on a fait un bilan de l'opération qui a eu lieu jeudi dernier. Après une opération comme celle-ci, qu'est-ce qui se fait en interne ? Alors le gros du travail, c'est de récupérer les informations auprès des entreprises. Alors savoir déjà combien elles ont embauché de personnes. Parce que on sonde à chaud et à froid. Ça veut dire qu'on récupère les informations de savoir combien elles ont embauché de personnes. C'est pour ça qu'on est capable de quantifier que 15 personnes ont été embauchées le jour J. On sait combien elles ont eu à peu près d'entretiens. Et on se fixe l'objectif de 400 personnes embauchées suite à l'opération. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va aller faire le premier bilan avec les entreprises concret pour savoir combien elles ont embauché, savoir si c'est en CDI, CDD, intérim, stage, alternance. Et on fera un deuxième bilan à J plus 1 mois. Pour voir ce que ça a donné, savoir si les personnes sont toujours en poste ou non, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne restent pas, que ça soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a aussi des personnes en recherche d'emploi qui finalement trouvent que le poste ne leur convienne pas. Dites-nous en amont, est-ce qu'il y a un travail que vous faites avec ces entreprises qui recrutent ? Est-ce qu'il y a une charte qui est signée entre vous et les entreprises qui viennent recruter ? Alors une charte, non. Par contre, il y a un travail qui est mené au niveau de l'information des personnes en recherche d'emploi. Grâce à la participation de Pôle emploi, aux missions locales, à la maison de l'emploi. Nous, on a comme rôle de faciliter le contact en fait, entre les personnes en recherche d'emploi et les services RH des entreprises. Donc pour cela, on récupère l'ensemble des offres d'emploi 3 semaines avant l'opération. On les transfère à l'ensemble des partenaires et on travaille main dans la main avec eux sur la recherche des candidats. Exemple concret, on a une entreprise comme la Bourse de l'Immobilier qui va rechercher des commerciaux. On va faire passer l'information à l'ensemble des partenaires emploi pour que tous les candidats qui sont susceptibles de chercher dans le domaine commercial soient informés d'une part de l'opération et informés aussi de l'offre à pourvoir en elle-même. Coup de filet à la Duchère. Près de 150 policiers ont investi le plateau de la Duchère. Donc, mardi dernier, l'opération menée par le groupe d'enquête anti-drogue rattaché à la division Ouest s'est soldée donc par plusieurs interpellations et des saisies. Lors de la perquisition, donc, les enquêteurs ont découvert dans un box 2 motocross de gros cylindrés, autres prises donc un vélo de marque, à l'origine douteuse donc des armes, fusils de chasse, pistolets, des sacs Hermès vrais ou contrefaits, les expertises le diront, ainsi que des tableaux vraisemblablement volés, dont un qui pourrait valoir plusieurs milliers d'euros. L'enquête donc devra déterminer l'origine de tous ces objets qui devraient être donc rendus à leurs propriétaires quand ils seront identifiés. Toute personne non susceptible de reconnaître les tableaux donc
peut contacter donc le commissariat du 9e arrondissement au 04 72 85 60 70. Nous avons contacté donc l'hôtel de police de Lyon. Ils nous ont dit que l'enquête suit dans son cours et nous aurons le plaisir de les recevoir donc éventuellement samedi prochain pour en savoir davantage. Dans la deuxième partie de notre magazine, dont nous recevons dans ce studio Antoine Thalys, qui est le président fondateur du village des recruteurs, et il nous parle donc de l'opération menée cette semaine. C'est la 3e édition, si je ne me trompe, c'est ça? 3e édition donc, du village des recruteurs, qui a vu donc la signature de plusieurs contrats d'embauche sciences tenantes. On arrive pratiquement à la fin de notre magazine. Antoine Thalys, votre structure emploie combien de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en permanent, on est 5. Vous êtes 5. 5 personnes. Merci d'avoir accepté de venir à notre studio pour nous parler de votre opération. Je vous en prie, merci à vous. Marie de Monteno a participé à la préparation des sujets de ce magazine. Notre jeune stagiaire qui nous vient droit de l'EFAP, entendu, l'école de formation d'attaché de presse de Lyon. Merci Marie. Merci à vous. Amis auditeurs, merci d'avoir été de notre ce matin. On vous retrouve samedi prochain. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.